Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble TypeSense. Donc TypeSense est un outil qui va vous permettre de mettre en place simplement un système de recherche sur votre site. Il va agir comme une base de données. Dans un premier temps, on va créer une collection que l'on va ensuite remplir d'informations et ensuite on va pouvoir faire une requête pour obtenir les résultats qui correspondent à une recherche. Et ça va nous renvoyer les résultats rapidement et ça va nous les organiser aussi par pertinence. Donc c'est un outil qui est intéressant parce que vous allez le voir, il est très simple à utiliser. Donc par exemple, pour vous donner deux petits cas d'utilisation, je l'ai mis en place pour la nouvelle version du site. Donc si je fais une petite recherche, si je cherche par exemple PHP headers, automatiquement moi j'ai déjà une présélection de résultats, mais si j'essaie de chercher, ça va me donner les résultats qui vont correspondre avec en plus la possibilité de surligner les différents textes. Un autre exemple un petit peu plus conséquent, c'est un exemple qui est fourni par TypeSense. Donc là, c'est un système qui va vous permettre de rechercher dans des chansons et ça permet de rechercher dans 32 millions de résultats. Donc si par exemple vous cherchez Linkin Park, hop, automatiquement vous voyez que ça donne les résultats très rapidement. Ici, ça a donné les résultats en moins de 8 millisecondes et globalement, on est plutôt autour des 40 millisecondes pour des recherches complexes. Donc c'est capable de renvoyer des résultats très rapidement et c'est intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir comment l'installer et comment l'utiliser. Alors pour l'installation, vous avez deux solutions. Vous avez une version cloud, donc qui est le service qu'ils offrent et qui est payant, et vous avez une version open source que vous allez pouvoir installer chez vous. Donc si vous êtes sur une distribution classique, il vous suffit simplement de faire un apt install et d'aller installer l'image Debian qui est déjà fournie ou l'image Ubuntu. Donc vous avez des versions qui ont déjà été précompilées. Alors moi ici je suis sur un système qui est un petit peu différent, donc je suis sur un Arch Linux. Moi je vais plutôt utiliser la solution de Docker. Donc vous avez aussi une image qui est disponible dans le Docker Hub. Donc cette image est très simple à lancer, vous devez simplement exposer le port 8108 et ensuite vous allez devoir lui passer une variable d'environnement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un nouveau fichier docker-compose.yml et à l'intérieur je vais y copier ma configuration. Alors globalement, il n'y a pas grand chose de très compliqué, donc je précise que je suis en version 3.1, je crée un seul service qui va s'appeler TypeSense, j'utilise la version 0.16.1, c'est la version à l'heure à laquelle je parle, et je vais lui dire de sauvegarder les données persistantes dans Data. Et je vais lui donner une clé d'API. Donc ça c'est important pour l'authentification, c'est-à-dire pour contacter cette API et récupérer des informations ou ajouter des résultats, vous n'avez pas un système d'authentification classique comme une base de données. Ce que vous avez, c'est une clé, donc une clé qui va devoir rester secrète et qui vous permettra de vous y connecter. Donc là, dans le cadre de Docker, je dois utiliser cette variable d'environnement pour définir ma clé. Moi, je vais choisir ici de l'appeler TypeSenseKey, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans le cadre de la commande, si vous la lancez, vous pouvez tout simplement utiliser des petits drapeaux pour préciser comment vous voulez configurer les choses. Et si jamais vous utilisez le système de service, vous pouvez utiliser le fichier de configuration typesenseserver.ini. Donc une fois que c'est fait, je vais lancer ça. Donc je vais ouvrir mon terminal et je vais faire un coup de docker-compose up. Ce qui va avoir pour effet de tout démarrer. Donc par défaut, lorsque TypeSense va démarrer, il va démarrer un petit serveur web sur le port 8108. Donc si je me rends ici sur localhost de .8108, je vais avoir une réponse message not found. Donc pour l'instant, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous répond le serveur lorsque l'on le contacte. Donc maintenant, il va nous falloir créer notre première collection. Donc vous pouvez imaginer une collection comme une table dans un système de gestion de base de données relationnelle classique. Donc pour définir une collection et pour interagir avec cette base de données, on va simplement utiliser une API HTTP. Le premier point d'entrée que l'on va voir, c'est le point d'entrée /collection. Donc ce point d'entrée, lorsqu'il est appelé en poste, va permettre de créer une collection. Pour cette collection, on va lui donner un nom, moi ici je vais l'appeler tutoriel, et ensuite un ensemble de champs. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, il faut tout simplement aller dans la documentation, elle est plutôt bien fichue. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre sur TypeSense, mais vous allez dans API, et on vous explique les différents points d'entrée. Comme vous voyez, il n'y en a pas des tonnes. Si vous regardez Create a Collection, on vous explique ce que je viens de vous montrer. Donc vous avez des versions avec des librairies PHP, vous avez différentes choses, mais nous on va s'intéresser à la partie shell, parce que c'est la version curl qui nous intéresse. Et si on descend un petit peu plus en bas, on nous explique comment déclarer les différents champs. Et voilà les types que l'on a. Donc première chose que l'on peut remarquer, par rapport à des systèmes plus évolués, on a un nombre de types qui est relativement restreint. On n'a pas par exemple de type de date, on n'a pas de type du genre géolocalisation, ce genre de choses. On a vraiment un nombre de types qui est très limité. Donc moi dans mon cas, j'ai tout simplement dit que le titre c'est une chaîne de caractères, catégorise ça va être un tableau de catégories, contenu ça va être une chaîne de caractères,
La date de création, c'est une date, donc moi je vais simplement sauvegarder ici un timestamp qui sera un entier en 64 bits. Et ensuite, je vais avoir online qui est un booléen pour savoir si c'est en ligne ou pas. On remarque que pour ces deux champs-là, j'ai mis facette. Alors facette, vous pouvez imaginer ça comme un index, ça va permettre ensuite de filtrer les données. Donc par exemple, je vais pouvoir lui dire, j'aimerais bien que seuls les tutoriels online, que tu ne me renvoies que les résultats qui sont online. Ou par exemple, j'aimerais bien faire un compteur et que tu me dises combien de vidéos sont en ligne et combien de vidéos sont hors ligne. Donc les facettes vont permettre en fait de mettre en place des systèmes de tri ou de filtre au niveau de vos données. Ensuite, j'ai créé une propriété supplémentaire qui permet de dire que par défaut, ça sera organisé par date de création. Donc une fois que je suis satisfait, je vais envoyer ces informations. Automatiquement, le serveur va me répondre, il va me dire bon ça a été créé, et il va me renvoyer basiquement les informations que je lui envoie. Donc par défaut, on voit qu'ici, il n'y a aucun document. Donc, petite précision que j'ai oublié de faire, c'est que vous devez au niveau de vos entêtes passer la clé d'API. Donc vous devez lui envoyer une entête qui s'appelle x-typesense-api key et qui va contenir comme valeur votre clé d'API. Sinon, si vous ne faites pas ça, si je mets n'importe quoi par exemple, vous allez obtenir cette erreur-là parce que vous n'avez pas défini les choses. Donc c'est important de définir ça avec la bonne valeur pour pouvoir faire vos requêtes. Donc maintenant, on va pouvoir créer un document. Donc pour créer un document, on fait /collection, le nom de notre collection, /documents. Et ensuite, on va lui passer un objet JSON qui va contenir l'ensemble de nos informations. Donc j'ai ici mis quelques données de test, donc on va envoyer ça, et on me renvoie un résultat qui est du coup ce qui a été sauvegardé. On va mettre ici peut-être un autre test, on va mettre flamand rose, voilà pour tester, et je vais envoyer. Donc là, on a nos deux documents. Si ensuite on souhaite récupérer un document, on a aussi un point d'entrée ici. On peut directement mettre je veux le document à l'id 0 et ça me donnera le document à l'id 0. Si je veux le document à l'index 1, ça me donne voilà, le document. Là, pas grand chose à dire. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie recherche. C'est ça quand même le corps du système. Donc si on se rend dans la documentation, dans la partie Search Collection, on va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre, mais basiquement, ce que vous pouvez faire, c'est lui passer un query params qui s'appelle Q, et vous allez lui dire ce que vous souhaitez rechercher. Donc par exemple, si vous mettez un Q à point d'interrogation, ça va vous renvoyer tous les résultats. Donc si au niveau de ma query ici, je mets Q et je mets étoile, automatiquement, ça me renvoie tous les documents. Donc là, je vois bien que j'ai deux résultats qui ont été trouvés, et j'ai mes deux documents. Si je veux faire une recherche, il me suffit simplement de taper flamand, par exemple, et lorsque je fais cette recherche-là, il va essayer de trouver les choses. Alors là, il me renvoie une erreur parce que par défaut, il va falloir lui spécifier dans quel champ on veut chercher les informations. Donc c'est là qu'apparaît un second paramètre qui est le query_by. Vous allez pouvoir ensuite lui passer une liste de champs et c'est dans ces champs-là qu'il va faire cette recherche. Si j'essaie de renvoyer le résultat, il me donne ici qu'un seul résultat, c'est le premier, celui avec le flamand rose. Si je rajoute par exemple une erreur de typographie, je fais un flamand avec un T, lorsque j'essaie de soumettre les informations, automatiquement il va quand même détecter ce résultat-là. Donc il a la possibilité en fait de faire des sortes de substitution et de voir s'il y a des mots qui sont proches. Alors je ne sais pas quel algorithme, s'il utilise la distance de Leffenstein ou un truc plus compliqué, mais voilà, il est capable de détecter des erreurs de typographie et de quand même vous renvoyer les résultats. Sachant que pour chaque résultat, il va vous donner une sorte de score, et si quelqu'un tape le mot exact, forcément ça aura un score qui est supérieur. Donc ça veut dire que les résultats sortiront plus en avant. Si maintenant j'essaie de taper contenu plus flamand par exemple, on voit qu'en premier il va me donner ce résultat-là parce que c'est le résultat qui est le plus pertinent, et en second ce résultat-là parce que il n'y a pas le mot flamand dedans, et on voit que le score est inférieur dans le cas du second résultat. Donc ensuite vous avez max hits, donc max hits vous permet de définir le nombre de résultats que vous souhaitez, donc par défaut il nous en renvoie 500, ce qui est énorme, mais si vous en voulez moins, vous pouvez le mettre. Vous avez le préfixe, donc ça permet de préciser que le dernier mot n'est pas forcément un mot complet, donc ça veut dire que si quelqu'un commence à taper des choses, on considère que ça peut être un début de mot en fait. Donc ça c'est important, et c'est par défaut à true. Ensuite vous avez le filter by, donc le filter by va vous permettre de filtrer. Donc vous avez la possibilité de filtrer comme ça avec une recherche. Donc là, si vous mettez un 2 points, ça va dire tout ce qui contient par exemple USA. Mais si vous voulez une recherche exacte, vous pouvez utiliser l'opérateur 2 points égal. Donc dans mon cas par exemple, je peux lui dire j'aimerais bien ne récupérer que les tutoriels qui sont en ligne. Donc je peux utiliser ici un filter by et je lui dis je veux que online soit égal à true. Et dans ce cas-là, ça ne me donnera que les résultats qui sont à true
et par défaut, les deux que j'ai créés ne le sont pas, et donc ça ne me renvoie rien. Donc on a la possibilité de rechercher aussi dans les systèmes de tableaux. Donc par exemple, si j'ai ici un système de catégories, donc on va créer un nouveau document. Hop, on va lui donner comme catégorie test 1 et test 2. Je vais mettre ça par contre à true et on va sauvegarder. On va en créer un autre qui n'aura pas flamand rose et qui va s'appeler test 3. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les documents que j'ai créés, le 0 et le 1. Donc je peux envoyer une requête de type delete, donc c'est vraiment une API classique, et je lui dis, tiens, supprime l'index 0. Donc ça me retourne le résultat qui est l'élément que ça a supprimé, et l'index 1. Donc maintenant, si je refais ma recherche en mettant un étoile, ça va me donner que 2 résultats. J'aimerais bien filtrer et de lui dire que je ne veux que ce qui est dans la catégorie test 1 par exemple, et qui est online. Donc là, je rajoute un et je lui dis, je veux que catégorie soit dans test 1. Et là, vous le voyez, il vous sort une erreur parce qu'il vous dit ce n'est pas une facette. Vous ne pouvez pas faire de recherche exacte sur quelque chose qui n'a pas été faceté parce que globalement, il va considérer que ce n'est pas un index et il n'est pas capable de faire des recherches dessus. Donc là, vous pouvez faire une recherche partielle, mais dans ce cas-là, il ne cherchera que ce qui correspond à ce mot-clé-là. Et si vous avez par exemple une chaîne avec d'autres caractères, il va quand même les matcher. Donc là, si on voulait rajouter une facette sur Categories, on n'aurait pas vraiment de choix. Il ne me semble pas qu'à l'heure actuelle qu'il est possible de modifier une collection. On voit qu'il n'y a pas de code pour ça. Vous êtes obligé de la supprimer et de la recréer. Mais peut-être que plus tard, ils le rajouteront, parce que par exemple, il n'était pas possible à une époque de mettre à jour un document. Donc ils ont rajouté ces points d'entrée au niveau de l'API, donc c'est possible que ça évolue. Mais à l'heure à laquelle je parle, ce n'est pas possible. Donc si j'utilise une recherche partielle, je vois que ici, il me donne bien les résultats test 1 et test 2. Si maintenant je lui demande de m'afficher que les résultats qui sont dans test 2, je vois que ça me donne seulement le premier résultat. Si je lui dis je veux tous les résultats qui sont soit dans test 1, dans test 3, soit dans test 2, ça va bien me donner les deux. Si je veux une condition pour les deux, il faut que je fasse un et. Donc dans ce cas-là, il faut que je lui dise je veux seulement les résultats qui sont dans test 2 et qui sont aussi dans test 1. Et dans ce cas-là, ça ne me redonnera que le premier résultat qui est effectivement dans les deux. Donc vous pouvez construire comme ça des conditions et filtrer en fonction de vos différents champs. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des filtres supérieurs ou inférieurs. Donc par exemple pour la date de création, ça peut être intéressant et ça ressemblera à ça. Donc encore une fois, il faut que le système de facettes soit activé pour que vous puissiez l'utiliser. Donc ensuite, on a la possibilité d'organiser. Donc par défaut, ça fait une recherche comme ça. Donc ça veut dire que ça organise d'abord par la pertinence du mot et ensuite ça organise par le champ qui a été mis en default sorting field lorsqu'on a créé la collection. Mais vous pouvez choisir d'organiser par un autre système et de ne pas organiser forcément par la pertinence en premier. Bon, moi personnellement, je trouve que la pertinence est quand même le truc le plus intéressant, mais voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Alors ensuite, on a le facet by. Donc le facet by va vous permettre de lister les champs que vous voulez organiser par facette. Alors, pour voir un petit peu à quoi ça sert, on va créer un nouveau document et on va le créer en offline. Voilà. Et ensuite, on va relancer une petite recherche et cette fois-ci, on va rajouter notre propriété facet by et on va lui dire j'aimerais bien que tu facettes par online par exemple. Si je fais ça, alors on va peut-être enlever le filter aussi, voilà. Si je fais ça, on voit que ça va nous donner des choses en plus. Donc on a en plus de notre hits qui nous donne le nombre de résultats, le facet count. Le facet count, si vous voulez, c'est un peu comme un group by, ça vous donne le nombre de résultats qui sont associés à chaque valeur de votre facette. Donc là, par exemple, ça me dit, j'ai 2 résultats qui sont en online et j'ai un résultat qui n'est pas en online. Après, vous avez le max facet value et facet query, donc concrètement, c'est pas des choses que j'ai été amené à utiliser, donc je pourrais pas forcément vous expliquer concrètement ce que ça fait. Ensuite, vous avez num typo, donc ça vous permet de spécifier le nombre d'erreurs qui peut être faites. Justement, là, il y a le nom de l'algorithme, donc c'est un Damero-Levenstein. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous intéresser à l'algorithme, mais c'est pas forcément le truc le plus évident. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la distance, elle fonctionne de cette manière-là. C'est le nombre d'insertions, de suppressions ou de substitutions que l'on peut faire pour un caractère. Donc ça, c'est la distance de Levenstein, et Demo rajoute la transposition de 2 caractères qui sont à proximité. Donc ça veut dire que globalement, si vous tapez flamand avec un T, il détecte que c'est proche avec une typo parce qu'il remplace le T par un D. De la même manière, si vous tapez flamand mais en inversant le N et le A, il voit qu'il y a une inversion. Donc pareil, c'est une typo et il va quand même trouver les résultats. Donc c'est à ça que correspond en fait cette distance-là.
Et vous pouvez avoir par défaut 2 erreurs. C'est ce qui est donné ici, et vous pouvez donc choisir de faire moins de typos. Donc ensuite, vous avez les pages qui vous permettent de spécifier la page que vous voulez, et ça va en accord avec per page. Alors là, on peut se dire, per page et max hits, est-ce que c'est pas la même chose? Donc max hits, ça va donner le nombre de résultats global, donc qui vont correspondre à la recherche. Et ensuite, il fait son classement par-dessus ces résultats-là. Et vous avez per page qui sont vraiment les résultats qui sont affichés. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir lui dire, je veux par exemple aller à la page 1, et je veux un per page, et on va dire un seul résultat par page. Hop. Si je fais ça, on voit bien que là, il me donne 3, donc ça va être le nombre de résultats qu'il a trouvé. Et ensuite, au niveau des hits qu'il va m'afficher, il va m'en afficher qu'un seul. Donc c'est le premier, c'est ceci est un contenu. Si je lui demande d'afficher la page 2, il va me donner les résultats à la page 2. Donc attention, la page commence à 1, c'est pas un truc comme un tableau, ça commence à 1. Donc ensuite, vous avez le group by qui va vous permettre de grouper, vous avez un groupe limite, vous avez include fields et exclude fields qui va vous permettre de spécifier les champs. Donc soit vous utilisez l'un, soit vous utilisez l'autre pour inclure ou exclure des champs. Donc attention, ça ne les exclut que dans la partie résultat, c'est-à-dire que ça ne les exclut pas dans la recherche. Par exemple, si vous faites, comme je l'ai fait sur GraphicArt ici, un petit système de recherche instantanée qui n'affiche que les titres, c'est dommage d'aller venir récupérer les résultats et de demander à l'API de renvoyer les résultats. Donc ce que vous pouvez faire, c'est du coup lui dire, au niveau des champs que j'inclus, je ne suis intéressé que par le titre. Si vous faites ça, automatiquement, il ne vous renverra que le titre. Donc ensuite, on a la partie Highlights. Donc ça, c'est très très intéressant. Par défaut, lorsqu'il va vous renvoyer les résultats, il va vous renvoyer aussi où est-ce qu'il a trouvé les mots dans le contenu. Donc par exemple ici, vous voyez que en plus de mon document qui contient le titre comme je l'ai demandé, j'ai un autre champ qui s'appelle Highlights qui va contenir en fait les mises en avant des mots. Donc dans ce cas-là, il me dit j'ai trouvé dans le champ Content le résultat et je te donne un petit aperçu de où est-ce que je l'ai trouvé. Et pour cet aperçu-là, il utilise simplement de l'HTML et il entoure le mot. Donc parfois c'est le mot exact, parfois c'est le mot avec une typographie, et il met ici un marque donc pour mettre en surimpression. Donc ça c'est très intéressant si vous voulez construire un système de recherche où vous mettez en avant les résultats qui ont été trouvés. Alors ce que l'on va faire juste pour tester, histoire que ça soit plus intéressant que les quelques exemples que j'ai créés ici, c'est que je vais importer des données. Donc je vais importer tous les tutoriels de GraphicArt et on va pouvoir faire des recherches dessus. Donc je vais commencer d'abord par récupérer les différents résultats. Donc là je vais lui dire renvoie-moi tout s'il te plaît. Hop, hop. On va enlever les champs et on va enlever le facette. Voilà, renvoie-moi tout. Donc on a 4, 3, 2. C'est les différents ID. Et donc on va les supprimer. Bon, j'aurais pu aussi supprimer complètement la collection et lui demander de tout refaire, mais on va faire simple ici. Voilà, on n'a plus de résultats. Donc je vais me créer un petit script, donc je vais l'appeler index.js, et je vais utiliser ici Deno, parce que j'ai pas envie de m'embêter, pour indexer les résultats. Le gros avantage, c'est que finalement, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un client ou une librairie JavaScript TypeSense, vu que c'est simplement de l'HTTP, il vous suffit de faire des requêtes. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me connecte à ma base de données PostgreSQL, et ensuite, je lui dis, pour chacun des résultats, chacune des lignes, je veux que tu ailles créer le document, et je lui envoie tout simplement du JSON. C'est très très simple. Donc je vais faire un coup de Deno. Run index.js. Et j'ai fait une petite erreur, c'est du TypeScript. Et par défaut, il n'arrivera pas à se connecter à la base de données parce que je ne lui ai pas donné l'autorisation de se connecter à Internet. Voilà. C'est vrai qu'on va pas aller loin sinon. Donc automatiquement, on le voit, il a fait cette indexation très très rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Et si maintenant je reviens au niveau de mon API, que je fais une petite recherche, on voit qu'il va me donner absolument tous les résultats. Donc si je veux rechercher, par exemple, PHP headers comme on l'a vu, je fais ma petite recherche. Donc là, il m'envoie l'ensemble des résultats. Et au niveau des highlights, il me montre bien qu'il a trouvé au niveau du contenu header. Et il a trouvé aussi PHP à ce niveau-là. Donc il me montre un extrait de mon contenu. Et on peut noter aussi que si jamais vous utilisez le système de include ou de exclude pour supprimer des champs, ces champs vont être exclus effectivement des données, mais restent quand même valables dans les highlights. Donc c'est intéressant si par exemple vous ne voulez qu'afficher une version résumée du contenu, de ne pas l'inclure dans la partie document parce que vous n'êtes pas intéressé, mais ne l'inclure que dans la partie highlights pour pouvoir l'afficher en surimpression s'il existe. Donc vous avez aussi Highlight Full Fields qui va en fait vous permettre d'afficher l'highlights dans le champ complet.
Donc la seule chose que ça va changer, c'est que si vous mettez ça par exemple et vous voulez l'highlight au niveau du title et du content, automatiquement dans la partie highlights, plutôt que de vous donner un extrait, comme il le fait ici dans la partie snippet, il va vous donner en plus la valeur qui contient tout le champ, et dans ce contenu-là, il aura entouré les résultats de marque. Donc ça peut être pratique, mais concrètement, je ne suis pas forcément fan. Vous avez ici le Highlight Affix Num Tokens qui va vous permettre de spécifier le nombre de mots que vous voulez autour de votre highlights. Donc par exemple, vous pouvez lui dire j'aimerais bien avoir un petit peu plus de résultats et on va mettre 10. Et dans ce cas-là, l'extrait qui va être proposé va être un petit peu plus grand. Donc ça peut être intéressant. Après, l'inconvénient que moi j'y trouve à ce système-là, c'est qu'il entoure automatiquement de 10 mots avant et après. Et parfois, ça vous donne des milieux de phrases, ce qui n'est pas très pertinent. Donc une solution alternative, c'est tout simplement de lui dire je veux effectivement le highlight full fields, ici. Je retire ça. Et en fait, vous allez partir dans le highlight full fields, trouver le marque et couper au début de la phrase. Donc ça vous permet d'avoir juste au moins une phrase qui est complète. Donc ça, c'est à vous de juger. Mais si vous n'êtes intéressé que par un morceau, vous pouvez tout simplement utiliser le affix num token et lui dire, voilà, je veux un extrait avec 10 mots avant et 10 mots après. Le snippet threshold, ça va être un peu la même chose. Ça vous permet de renvoyer tout le contenu si jamais on a une chaîne de caractères qui est trop petite. Le drop token threshold va vous permettre de supprimer des mots-clés dans la recherche. Donc par exemple, si vous faites une recherche avec 10 mots et que il n'y a rien qui y correspond, il va supprimer des mots et automatiquement essayer de trouver les choses. Vous avez le typo token threshold. Donc c'est un peu le même principe, ça permet en fait d'élargir la recherche si jamais il n'y a pas de résultat. Vous avez le pinned hits. Alors ça peut être intéressant si jamais vous voulez mettre des résultats en avant. Ça vous permet de spécifier que quoi qu'il arrive, les résultats vont toujours être mis à une certaine position. Donc par exemple ici, ça veut dire que le résultat qui a l'ID 123 va être en position 1 quoi qu'il arrive et celui avec l'ID 456 en position 5. Donc ça peut être intéressant pour une mise en avant, je pense notamment à de la publicité par exemple, mais concrètement moi je n'ai pas forcément eu besoin. Et ensuite vous avez le hidden hits qui vous permet tout simplement de cacher des résultats. Donc voilà pour toutes les capacités qu'a TypeSense en termes de recherche. Alors pourquoi j'ai pris le temps de les énumérer? Tout simplement parce que c'est intéressant de voir si ça correspond à votre situation. Comparé à d'autres outils plus avancés, comme par exemple Elasticsearch ou Algolia par exemple, ici, la capacité que vous avez en termes de recherche est assez limitée. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, la possibilité de lui expliquer comment vous voulez noter les champs. Vous ne pouvez pas lui dire « si je trouve le résultat dans le titre, ça rapporte plus que dans le contenu, par exemple. » Là, c'est vraiment quelque chose qui est plus générique. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est plus générique, c'est plus simple à mettre en place. Vous le voyez, la seule chose que j'ai dû faire, c'est appeler 2-3 points d'entrée et hop, j'ai déjà mon système de recherche qui me donne des résultats qui sont quand même très pertinents et ça c'est cool. Mais si vous avez besoin d'aller plus en profondeur sur vraiment le fonctionnement et les filtrages, dans ce cas-là, il faudra aller vers des solutions plus complexes. Donc là, vous connaissez maintenant la capacité qu'a TypeSense, donc vous pouvez savoir si ça correspond ou non à votre situation. Enfin, pour ceux qui voudraient pousser les choses un petit peu plus loin, mais là je vous avouerai que ça sort un petit peu de mon cadre de compétences, vous avez la possibilité d'améliorer la disponibilité de ce service. Alors moi je l'utilise simplement sur mon serveur et c'est un simple process qui est lancé, mais si jamais vous voulez distribuer TypeSense, vous pouvez le faire avec un système de cluster. Donc il y a déjà un système qui est prévu pour ça, mais concrètement j'ai jamais utilisé tout ça, donc je ne serai pas en mesure de vous guider. Et de la même manière, tant qu'on est en train de parler de l'intégration, si vous travaillez avec différents langages, vous avez des librairies clientes qui vont vous permettre d'interagir avec. Donc c'est ce que l'on a vu, il faut remonter un petit peu. Dans la partie API ici, vous avez une librairie pour JavaScript qui va vous permettre de communiquer directement avec le client. Vous avez une version PHP, Python et Ruby. Cependant, à vous de voir si ça vous intéresse vraiment d'utiliser cette librairie, étant donné que concrètement, vu que c'est un simple appel HTTP, vous pouvez largement vous en tirer sans forcément avoir besoin d'une librairie tiers. À vous de voir si vous voulez ou non cette dépendance supplémentaire. Donc voilà pour cette petite présentation de TypeSense. Donc personnellement, je trouve que c'est un outil intéressant parce que effectivement, pour beaucoup de cas, on souhaite simplement avoir une recherche qui est fonctionnelle et qui est rapide. On ne cherche pas forcément à avoir un truc qui est hyper configurable et je trouve que du coup, TypeSense correspond à ce cas d'utilisation. Donc c'est intéressant d'avoir une alternative qui est simple à installer et simple à utiliser par rapport aux gros outils que l'on peut avoir. Donc après, si jamais vous avez des besoins plus spécifiques, il faudra ne pas hésiter à explorer des outils plus complexes comme Elasticsearch ou Algolia par exemple.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un outil intéressant et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!